C'est vrai que Christophe m'a donné une sorte de carte blanche avec quelques mots-clés qui ont été donnés. Alors ça tombe bien, j'avais aussi prévu de présenter Tecné, j'essaie de le faire à chaque fois parce que finalement, on n'est jamais assez connu, pas le nom, la personne, mais la structure et nos activités, donc je vais le faire un peu. Et puis j'ai choisi de vous parler de ce que le numérique fait aux apprenants. Finalement, ça s'inscrit un peu, ce que je vais vous dire, dans le même sillon que ce que Bruno de Vauchel a exprimé hier, mais d'un autre point de vue, pour différentes raisons. Parce que je ne suis pas Bruno de Vauchel et que Bruno de Vauchel n'est pas moi, et parce que nous travaillons sur les mêmes sujets, mais pas vus depuis la même discipline, et finalement ça nous donne des points de vue complémentaires, mais quand même assez différents. Très simplement, exprimé autrement, plus précisément, je veux dire, Bruno de Vauchel est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, et moi je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Alors on parle des mêmes problèmes, on travaille sur les mêmes objets, mais on ne le fait pas exactement de la même façon, pas avec les mêmes repères conceptuels, pas avec les mêmes modèles, et avec des points de vue donc, qui sont un petit peu différents. Tecné, voilà, c'est un laboratoire de doudingue. Tecné, ça veut dire technologie numérique pour l'éducation. C'est un laboratoire qui existe depuis 2012. Qui fait suite à un autre laboratoire qui travaillait d'une autre façon un peu sur les mêmes questions, et puis qui se caractérise par quelques éléments relativement inhabituels encore dans le panorama universitaire français. C'est un laboratoire qui est thématique, alors que la plupart des laboratoires de recherche sont disciplinaires. Celui-ci, il est thématique. Nous travaillons sur les usages des technologies numériques dans l'éducation. L'éducation au sens large, on travaille beaucoup, vous l'avez compris hier, dans l'environnement scolaire ou universitaire, mais on travaille dans d'autres milieux aussi, avec d'autres publics, avec des publics de tous les âges et dans toutes sortes de dispositifs, ou pas de dispositifs d'ailleurs, de formation. Pluridisciplinaire cette équipe, donc thématique et pluridisciplinaire. J'en ai déjà cité deux, sciences de l'éducation et Infocom, sciences de l'information et de la communication, mais dans notre équipe, nous avons aussi des psychologues de psychologie cognitive, des informaticiens, et puis une rareté, si je peux dire, à l'université, un épistémologue. Sur quoi on travaille concrètement? On travaille avec deux axes. Un axe qui consiste à imaginer, concevoir, développer, expérimenter des nouvelles technologies, si je peux dire, pour les apprentissages. Alors, par exemple, en ce moment, on travaille sur des nouveaux environnements d'apprentissage collaboratif qui utilisent des interactions entre des tablettes et des tables tactiles pour organiser pour l'enseignement scolaire et universitaire, mais pas seulement, donc des activités collaboratives un peu particulières. Je ne vais pas détailler ça là tout de suite. Et puis on travaille, c'était cité hier aussi, sur un projet moi qui me tient beaucoup à cœur, dans ce domaine un peu innovation, dans cet axe un peu innovation, sur un projet qui s'appelle, ou dans un projet qui s'appelle réinventer le manuel scolaire. Ça fait aussi le lien avec la petite discussion hier sur les manuels scolaires. On veut travailler sur des manuels scolaires numériques qui ne vont pas du tout ressembler aux manuels scolaires numériques qui sont aujourd'hui commercialisés par des éditeurs qui n'ont pas envie de vendre autre chose que ce qu'ils font déjà depuis des dizaines d'années, parce que c'est leur capital, c'est leur segment de marché qui est protégé. Et nous voulons, par la recherche, bousculer un petit peu cette situation très sclérosée, malheureusement pour les enseignants et pour les élèves. Ça, c'est le côté recherche-innovation. Et puis par ailleurs, c'est d'ailleurs la plupart de nos projets de recherche qui portent sur des recherches sur l'appropriation des technologies par les acteurs des dispositifs de formation. C'est-à-dire comment est-ce qu'un élève, un apprenant, un stagiaire, un étudiant, toute la famille là, s'approprie les technologies qui sont à sa disposition, celles que l'institution de formation met à sa disposition, puis celles qu'il a à sa disposition par ailleurs.
Donc des études d'appropriation qui s'écartent beaucoup. Une question a été posée hier à ce sujet, des questions d'évaluation. Nous n'évaluons pas, enfin nous le faisons très rarement, nous n'évaluons pas l'efficacité de l'utilisation du numérique pour la formation. Nous avons des raisons scientifiques pour ne pas le faire. La première étant que nous ne savons pas faire. Et la deuxième, c'est que c'est tellement multifactoriel que nous aurions à peu près toutes les chances de nous tromper, sauf si nous faisions, et nous le faisons parfois, ce type d'évaluation sur des situations microscopiques. On peut, dans une tâche particulière, pour laquelle on utilise ou pas le numérique, évaluer de façon assez précise l'efficacité que cela a et donc l'efficacité du recours au numérique. Mais de façon plus générale, c'est absolument impossible. Et même si éventuellement, je ne sais pas par quel miracle il pourrait m'entendre a posteriori, je vais quand même vous raconter que le recteur de l'académie dans laquelle est située l'université dans laquelle je travaille, c'est-à-dire le recteur de l'académie de Poitiers, comme d'autres recteurs, est très intéressé par les laboratoires de recherche, comme le mien, celui que je dirige, Techné, pour nous demander la chose suivante: pourriez-vous évaluer l'efficacité du recours au numérique dans toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées de cette académie, toutes disciplines, tout niveau, toutes pratiques pédagogiques confondues. C'est un débat récurrent et tout à fait sympathique avec lui et qui consiste à lui expliquer que ça n'est donc pas possible. Donc voilà, Techné ne fait pas ça. Très concrètement, actuellement, nous travaillons, et nous le faisons toujours, dans le cadre de vrais projets. Si on veut chercher, c'est assez proche finalement d'une certaine façon de ce qui a été évoqué tout à l'heure, si on veut vraiment observer et comprendre l'appropriation que les uns et les autres font des technologies, on ne peut pas le faire en éprouvette, c'est pas possible. Il faut aller sur le terrain, dans des vrais projets qui se développent naturellement, et puis développer l'arsenal méthodologique pour pouvoir appréhender la réalité de ce qui se passe et essayer de comprendre ce que ça signifie pour les différents acteurs. Voilà, pour répondre à ta question assez rapidement, Christophe. Alors, moi personnellement, ça m'amène à m'intéresser plus particulièrement à ce que, au titre finalement de cette intervention, ce que le numérique fait à n'importe qui, et en l'occurrence ce que le numérique fait pour ce qui me concerne le plus souvent aux adolescents ou aux jeunes adultes, surtout lorsqu'ils sont élèves de collège, de lycée ou étudiants à l'université. Et avec un intérêt particulier du point de vue pédagogique, c'est si l'on sait ce que le numérique, c'est une formule, mais vous allez voir, ce n'est pas qu'une formule, hein. Si on arrive à comprendre ce que le numérique nous fait et fait à nos stagiaires, étudiants, etc., apprenants de façon générale, ça nous donne quelques clés aussi pour concevoir autrement et conduire autrement nos dispositifs de formation quand ils utilisent le numérique. Ça pose d'autres questions que celles qui sont posées là jusqu'à présent. Elles sont complémentaires, ces autres questions, parce que le plus souvent, l'angle qui est choisi, c'était l'angle tout à l'heure, c'est celui de l'ingénierie pédagogique. Le mot n'a pas été dit comme ça, mais mettre en œuvre Spiral, pour être très concret dans le cadre de ce séminaire, c'est quoi? C'est finalement concevoir et développer des activités d'apprentissage, les conduire aussi, et pour ce faire, s'appuyer sur quoi? Sur des modèles théoriques dépendant soit des contenus, soit des publics qui sont considérés et concernés. Et en fonction des objectifs que l'on a, avec un appareillage théorique plus ou moins élaboré, très élaboré tout à l'heure, faire des choix d'activités, mobiliser d'une certaine façon les technologies à disposition pour arriver au mieux à ces objectifs, c'est-à-dire à ce que les apprentissages soient effectifs. Donc ça repose sur des questions qui peuvent être très conceptuelles et très liées à des domaines particuliers, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être très lié à des questions de pédagogie plus générale ou de didactique plus générale. Mais toutes ces questions-là, qui ne sont pas des questions nouvelles, elles se posent de façon, nouvelle, dans le contexte technologique, parce que l'instrumentation, disons la médiatisation de la formation, son instrumentation avec des techniques numériques, permettent des choses, en interdisent d'autres, et qu'elles les permettent ou qu'elles les interdisent, elles modifient considérablement la situation. Et trois éléments de la situation, avec un modèle, on arrive tous avec nos modèles, qui est ici celui de l'instrumentation,
Elle modifie cette instrumentation 3 éléments, dans l'apprentissage comme ailleurs. Elle modifie le processus de l'action elle-même, ce qu'on fait, le résultat de l'action, ce qu'on produit, quoi que ce soit, quelle que soit la tâche. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'instrumentation, important, je veux dire, c'est que l'instrumentation, le processus d'instrumentation, en retour, il modifie aussi le sujet. Et donc, c'est ce triangle. Je ne sais pas quel est le pourcentage des modèles scientifiques qui sont en triangle, mais enfin, c'en est un de plus. Ce triangle, il montre ce cycle-là, et que ces éléments-là ne sont pas indépendants. Je vais y revenir en détail en prenant des exemples de la montagne pour remplir la mission qui m'a été confiée. Je vais prendre des exemples de la pratique de l'alpinisme et progressivement j'en arriverai quand même à la formation aussi. Donc ce modèle-là, peut-être le connaissez-vous, hein, c'est un modèle qui tente justement de décrire d'abord les situations d'activité instrumentée. Alors ce n'est pas un modèle qui a été développé pour l'éducation particulièrement. Il a été développé par, c'est une longue filiation scientifique, mais il a été développé sous cette forme par un chercheur français qui est professeur à l'université Paris 8 en psychologie cognitive, qui s'appelle Pierre Rabardel, et qui s'intéresse depuis quelques dizaines d'années, pas trop quand même, il est assez jeune, aux situations d'activité instrumentée. Et les gens qui s'intéressent à l'éducation et les gens qui s'intéressent à l'éducation avec le numérique se sont emparés de ce modèle pour le raffiner, pour voir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il dit dans des situations qui sont des situations d'apprentissage instrumentées par le numérique. Et l'un des chercheurs les plus, parmi d'autres, mais les plus connus pour le travail qu'il a réalisé à partir de ça, dans le champ de l'éducation, et en particulier pour s'intéresser aux effets de cette instrumentation, qu'on appelle la médiation instrumentale. Les effets de l'instrumentation, c'est la médiation instrumentale. Eh bien, c'est un chercheur qui est aussi un de nos amis communs avec Christophe. Il s'appelle Daniel Peraya. C'est un chercheur belge qui travaillait jusqu'à il y a pas longtemps à l'université de Genève avant de prendre une sorte de retraite il y a quelques mois. Mais bon, il n'est pas très âgé. Daniel, je vais remonter bien plus dans l'histoire que Daniel Peraya pour m'intéresser de façon un peu plus générale, mais rapidement quand même, à l'anthropologie de la technique, parce que c'est ça la question qui est posée, c'est qu'est-ce que c'est la technique dans l'action humaine, comment est-ce qu'on peut l'aborder, comment est-ce que fonctionne ce modèle de l'instrumentation. J'ai dit que c'était une longue filiation. Alors on peut faire de l'histoire des sciences et remonter très loin, mais en France et peut-être dans le monde aussi, il y a quelques noms qui sont particulièrement importants. Il y en a un qui a été cité hier soir, donc je ne sais pas si vous l'avez retenu, donc j'ai choisi de ne pas en parler, puisqu'on en a parlé hier soir, c'est André Leroi-Gourhan. Mais moi j'ai retenu un de ses prédécesseurs, c'est-à-dire André Leroi-Gourhan, dont il était question hier soir, c'est inspiré ou c'est appuyé sur les travaux d'un anthropologue français que le grand public, je ne dis pas que vous êtes le grand public, hein, que le grand public en général ne connaît pas, ou lorsque le grand public le connaît, il ne le connaît pas du tout pour ceux. Pourquoi j'ai choisi de parler de lui? Tout ça est très mystérieux. Il s'appelle Marcel Mauss. Et Marcel Mauss, bien sûr, je suis sûr que tu le connais, que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est plutôt connu dans le grand public ou parmi les étudiants pour un modèle extrêmement intéressant, une théorie extrêmement intéressante qui n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec ce dont je vais parler, c'est le don. C'est le grand théoricien du don et du contre-don. Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on donne quelque chose? Bon, donc là, je ne creuse pas cette piste-là, puisque j'ai plutôt choisi de parler de lui, parce qu'il est surtout vraiment l'initiateur de cette anthropologie de la technique. Et parmi tous les travaux qu'il a fait, il a mis notamment en évidence quelque chose qui me semble important dans vos domaines, et c'est pourquoi j'ai plutôt retenu l'idée de parler de Marcel Mauss que d'autres, parce que Marcel Mauss, il a montré comme anthropologue que finalement le premier outil de l'homme, c'est son corps. Et la réflexion qu'il a conduite sur le corps comme outil dans l'activité de l'homme est très visionnaire, parce que finalement, le modèle que j'affichais tout à l'heure, j'y reviens. Non, ça j'y reviens pas, j'irai après. Là.
le modèle que je montrais à l'instant, qui est de 1995, Marcel Mauss c'est 1936, eh bien, finalement, c'est une sorte de modélisation de la pensée, ça pourrait correspondre à une modélisation de la pensée de Marcel Mauss, qui montre bien que dans l'activité, il y a d'abord l'homme, le sujet. Alors c'est toujours un peu gênant de dire le sujet, parce que ça renvoie aussi à une utilisation de ce mot par les psychologues, en tout cas il y a longtemps, qui est très particulière et qui ne reconnaît pas vraiment la spécificité de l'individu, mais le sujet épistémique, c'est le sujet moyen, et on sait bien, vous savez bien que ça n'existe pas. En tout cas, je reviens à Marcel Mauss. Marcel Mauss, le sujet, l'individu, son activité, et comme premier outil dans l'instrumentation de son activité, comme premier artefact, son corps. Alors, pour aller plus loin, je l'ai dit, j'allais faire un petit tour en montagne. Je vais vous emmener faire un petit tour en montagne. Je ne sais pas s'il y a quand même des spécialistes. Je craignais qu'il y ait dans la salle, quand j'ai préparé ça, des vrais spécialistes qui m'auraient facilement dit que ce que je vais vous dire maintenant est faux. Mais je crois qu'il n'y en a pas, donc je ne prends pas trop de risques. Non, c'est-à-dire que si le directeur de l'école de l'ENSA avait été dans la salle, ça aurait peut-être été plus difficile, quoique finalement je ne sais pas bien. Alors, donc je vais revenir à ce processus d'instrumentation, et je vais prendre un exemple qui est celui que vous voyez derrière moi. Vous avez une photo qui à gauche est très récente. Enfin, en fait, je n'en connais pas la date, mais elle a moins de 30 ans. Et à droite, une photo qui est moins récente, dont le directeur de cette école, mais peut-être que certains aussi, pour reconnaître, donc il y a des spécialistes quand même, Armand Charlet. Armand Charlet, c'est un célèbre guide d'Argentière, juste en dessus, spécialiste d'un pic en particulier, mais de beaucoup d'autres, aiguilles vertes là qu'on voit, enfin qu'on pouvait voir cet après-midi, un peu dans les nuages. Et puis surtout, il a été considéré pendant 30 ans comme le spécialiste mondial de l'escalade glaciaire français. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces deux photos. L'instrumentation dont je parlais, je l'illustre par l'exemple, on va commencer par ce qui est à gauche, qui est plus récent mais qui est à gauche. Pour grimper dans une paroi de glace, franchir une difficulté en glace ou en neige, eh bien, il faut instrumenter son action, son activité. Donc le sujet ici, c'est l'alpiniste. L'objet de son action, c'est franchir la difficulté que l'on voit, une cascade ici, et puis il instrumente son action, son activité, il l'instrumente en mobilisant différents artefacts. Je vais seulement m'intéresser à ce qu'il a au pied, les crampons, et pour ce faire, eh bien, son instrumentation, c'est mobiliser à la fois un artefact matériel, enfin deux quand même à chaque pied, des crampons, et puis un schème d'utilisation. Il a une façon d'utiliser ces crampons qui comporte toutes sortes d'éléments cognitifs et pas cognitifs, mais cognitifs aussi. Alors ce qui est intéressant quand on sait un peu, mais on ne voit pas bien là sur la photo, c'est que ces crampons ont 12 pointes. Peut-être qu'ils en ont 14, mais je crois qu'ils en ont 12. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y en a 2 à l'avant, et 2 à l'avant qui sont plantés dans la glace. Les 10 autres ne servent pas dans cette situation-là, vous le comprenez bien. La performance de cet instrument, eh bien, elle dépend de quoi? Elle dépend eh bien, de la qualité ou des caractéristiques des crampons. J'insiste, 12 pointes, dont 2 à l'avant. Et puis du schème d'utilisation, c'est-à-dire tout, finalement, et là on retombe sur des choses qui ont été dites tout à l'heure, tout ce qui fait que l'alpiniste ici va faire les gestes les plus efficaces pour franchir cette difficulté qui n'est pas si simple que ça, comme vous pouvez le constater en l'occurrence. Donc là il y a instrumentation, je viens de décrire le processus d'instrumentation, et j'ajoute le processus de médiation instrumentale que j'ai évoqué tout à l'heure. La médiation instrumentale, c'est bien sûr la médiation dans l'action que procure l'instrumentation, qui est associée à l'instrumentation, dont on voit l'efficacité en termes de franchissement, enfin là c'est peut-être qu'il va tomber, on ne sait pas, mais du franchissement de la difficulté, mais qui, et c'est intéressant, la médiation, elle revient aussi, elle a un effet retour sur le grimpeur, et avec ces crampons-là, avec son habitude de les utiliser, eh bien l'instrumentation lui envoie des indications sur la dureté de la glace,
la sécurité de la position, et ça va bien sûr avoir une influence sur son comportement de grimpeur dans le franchissement qui est en cours et dans le franchissement qui va suivre. Donc ça, c'est instrumentation, évaluation instrumentale. Là, la photo de droite, c'est une photo spécialement choisie pour Céline. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi, parce qu'elle m'a posé une question hier en aparté sur l'innovation. Et je vais expliquer ça. Alors, cette photo est un peu plus ancienne, et vous voyez que la position des pieds sur la glace n'est pas la même. Il pose toutes les pointes qui sont en dessous sur la glace. La pente est un peu moins raide, mais elle est raide aussi, hein. C'est très raide, hein, même. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais quand on est dedans, c'est très raide. Il pose ses 10 pointes ou ses 20 pointes sur la glace, et d'ailleurs, on ne le voit pas sur la photo là, mais il n'y a pas de pointe à l'avant. Et la médiation, l'instrumentation est un peu différente, hein, parce que les performances de l'artefact sont différentes. Le schéma d'utilisation est très différent, et ce monsieur-là avait une caractéristique physiologique tout à fait particulière. Je n'ai pas les mots pour le dire, mais disons une très grande mobilité de la cheville latérale. Vous voyez la position. Et puis une très grande, en revanche, il avait beaucoup de mobilité, et c'est là où si le directeur de l'INSA m'entendait, je pense que ça ne serait pas bien, mais s'il avait une très grande mobilité des chevilles, il avait peut-être une moins grande mobilité dans la tête. C'est-à-dire que ce monsieur-là, lorsque les pointes avant ont été inventées dans d'autres pays que la France, et qu'il était ici professeur guide dans cette même maison, et qu'il a été pendant très longtemps, jusqu'en 1964, directeur de la formation des guides, il interdisait, lors de la formation, à tous les aspirants guides d'utiliser des crampons à 12 pointes et de grimper pointe avant, parce que la technique dite française, c'était celle qu'il fallait utiliser, et c'était celle-là. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la performance des grimpeurs, même avec beaucoup de technique, beaucoup d'expérience et une formation très pointue de M. Charlet ou d'autres, qui a vraiment été un immense alpiniste, eh bien, était moins bonne, et que l'utilisation des crampons 12 pointes dans la vallée de Chamonix, elle n'est pas passée par l'ENSA. Elle est passée par des alpinistes sans guide, ou bien par des guides qui ont pris la décision de s'émanciper des normes sociales et des règles de bonne conduite de l'ENSA. Alors la question de l'innovation, là j'y viens. Qu'est-ce que c'est l'innovation? C'est la socialisation des inventions. Alors on peut inventer toutes sortes de choses, mais si on est tout seul à les utiliser, ce n'est pas une innovation. Et là, eh bien, on voit bien que l'innovation, ça ne dépend pas de la performance d'une technique ou de la qualité d'une invention. En tout cas, ça ne dépend pas seulement de la performance d'une technique ou de la qualité d'une invention. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en compte. Et ici, la formation qui a été donnée dans cette maison était un obstacle à l'innovation. On peut faire des parallèles dans le monde de l'éducation, hein, parce que des Armand Charlet de l'éducation, on en connaît beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut se libérer de ça? Je n'ai pas de solution miracle, malheureusement, parce que j'aimerais bien pouvoir l'appliquer si je la connaissais. Mais en tout cas, je pense, et c'est ça ce que je voulais dire à Céline, c'est je pense qu'il ne faut pas chercher, en tout cas dans l'éducation, à valoriser, à survaloriser l'innovation. Ce qu'il faut, c'est se donner les moyens et donner les moyens aux autres pour qu'ils prennent des initiatives. En fait, ça part des acteurs du terrain. Si elle ne part pas des inventions, voilà. Elle doit partir des terrains. Alors il faut les aider, les acteurs de terrain, parce qu'on ne peut pas non plus... Alors je suis content que tu dises ça, parce que la question elle est entre invention et innovation. On dit parfois qu'il faut que les éducateurs, les enseignants, les pédagogues que nous sommes tous là, dans une position ou dans une autre, on attend de nous, et on pense que ce serait légitime, normal et facile, que nous soyons toujours les inventeurs de nos pratiques, et que nous inventons tous les crampons à 12 pointes et les façons de les utiliser. Et puis on attendrait aussi de l'institution et des institutions et de nous tous que nous soyons très innovants. Et moi je pense qu'on peut attendre ni l'un ni l'autre. Il faut des inventeurs, il faut de l'innovation. Mais dans nos positions à nous, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit mis dans des situations où nous pouvons prendre des initiatives. Et c'est pas si simple. L'institution doit organiser, parce que c'est pas naturel, doit organiser la possibilité que chacun d'entre nous pouvons prendre pour avoir des initiatives. Pour ça, il y a un certain nombre
caractéristiques à remplir. C'est déjà, lorsqu'il y a des inventions, il faut les faire connaître. En général, c'est ce qu'on fait. Quand le crampon à 12 pointes est inventé, on peut publier des articles, on peut faire des démos, on peut, etc. Ça ne suffit pas, la preuve. Ce qu'il faut, c'est placer les individus dans la situation où ils peuvent prendre des risques parce qu'ils ont l'information, on leur a pas trop fermé, on les a pas trop enfermés dans des normes et des contraintes, et on leur dit allez-y, vous pouvez faire des essais, vous pouvez prendre des initiatives et donner donc un cadre de confiance à l'action. Un cadre de confiance qui n'empêche pas rigueur, exigence, bien sûr, mais un cadre de confiance. Voilà pour le petit passage sur l'innovation. Alors, deuxième exemple de montagne. Et puis là, je me rapproche des technologies numériques. Voilà, donc là je pense que la photo parle là aussi d'elle-même, enfin elle est plus facile à décoder. Les technologies numériques arrivent dans la pratique de l'alpinisme, ou de la montagne en général, et en particulier avec le téléphone portable et le smartphone. Téléphone portable dans un premier temps, fin des années 90, et smartphone maintenant. Le téléphone portable instrumente l'ascension de l'alpiniste aussi. Évidemment, pas de la même façon que les crampons ou les piolets, j'aurais pu aussi parler des piolets tout à l'heure, mais aussi. Pourquoi? Parce que le téléphone portable fournit des informations utiles à l'action, donc c'est une instrumentation de l'action aussi. Alors, la géolocalisation, l'accès aux descriptifs des itinéraires, la météo actualisée, éventuellement le routage même météo dans certaines expéditions. Et puis l'accès aux autres, la possibilité de se parler avec ses amis qui sont un peu plus loin, la possibilité d'appeler le refuge pour dire qu'on va arriver, qu'on est en retard, la possibilité d'appeler les secours. Et ce qu'on observe bien sûr, c'est que la possibilité d'appeler les secours notamment, mais tous les autres éléments que je viens de citer, sont des éléments qui jouent sur la perception de l'engagement et donc sur l'engagement. Donc ça c'est de la médiation instrumentale. Le fait d'avoir un téléphone portable, ce qui ne signifie pas d'appeler toujours, c'est pas le fait d'appeler les secours, c'est le fait de pouvoir appeler les secours qui change l'engagement. Et donc on observe d'ailleurs, les guides le font souvent observer, une transformation du comportement, les secours en montagne encore plus, une transformation des pratiques de la montagne, des comportements plutôt en montagne, en raison d'une perception de l'engagement totalement différente et des modalités d'engagement qui s'en suivent et qui sont aussi très différentes. Donc ça aussi c'est de la médiation instrumentale et c'est un effet retour sur l'individu. Et de façon plus générale, je vais généraliser, enfin je vais plutôt élargir la présentation. Le fait d'utiliser un artefact technique, quel qu'il soit, moi je vais me concentrer sur le numérique bien sûr, eh bien modifie toute une série d'éléments de comportement de l'individu, dont certains sont éléments un petit peu insoupçonnés, qui passent un petit peu inaperçus. Alors je vais là vous prendre un chemin qui n'est pas un chemin de montagne, mais un chemin plutôt intellectuel. C'est ce qui est mon chemin de recherche en fait. Enfin, je vais vous présenter comme plutôt national ou une départementale, je ne vais pas passer par le petit chemin de montagne, je vais rester dans les généralités, je veux dire. Moi ma question par rapport à tout ça, c'est finalement essayer de comprendre justement par quel processus et comment et jusqu'où l'usage intensif ou la disponibilité permanente, ce qui est encore plus fort, des technologies numériques avec les appareils que nous avons dans nos poches ou ailleurs et que nos collègues et que notre famille et que nos élèves, nos étudiants, nos stagiaires ont en permanence à leur disposition, eh bien qu'est-ce que la disponibilité et l'usage de ces technologies modifient à leur comportement et comment est-ce qu'on peut conceptualiser de façon un peu synthétique ces modifications. Alors, ce qui arrive assez vite lorsqu'on observe les comportements liés au numérique, c'est que ce qui est modifié, ce sont les interactions de l'individu avec son milieu, pour le dire de façon très simple. Et je vais le détailler dans quelques dimensions particulières, mais de façon générale, c'est ça. L'usage
intensif, massif du numérique et surtout la disponibilité permanente de ces équipements modifie le comportement en ce sens que ça modifie les interactions du sujet avec son milieu. Son milieu, c'est le milieu physique, c'est les autres, etc. Et ce que je viens de dire là, ça correspond à définir quelque chose de très simple, c'est la culture. La culture, c'est l'ensemble des caractéristiques, des interactions d'un individu dans son environnement, dans son milieu. Et ces interactions varient selon des déterminants qui sont liés à l'individu, psychologiques, sociaux, ou qui sont liés à la culture. Je prends un exemple, la relation interindividuelle. Eh bien, on sait tout ça, que les relations interindividuelles sont liées à aux individus eux-mêmes. On ne communique pas de la même façon selon qui on est et avec qui on parle. Mais ces interactions aussi, elles sont différentes selon les cultures dans lesquelles les milieux sociaux d'abord et les cultures dans lesquelles on se trouve. Et quand on observe ça avec le numérique, eh bien on voit que c'est à la fois modifié par le numérique, mais qu'on retrouve ces traits culturels dans la communication avec le numérique. Je vous donne un exemple. J'ai commencé à encadrer une thèse qui n'a pas abouti, ça c'est fort dommage, mais le point de départ était intéressant, d'une étudiante, c'était une co-direction avec une étude de langue à Paris, l'INALCO, une étudiante qui s'intéressait à l'instrumentation numérique d'une méthode d'apprentissage des langues que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tandem. Alors Tandem, c'est tout simple, on prend deux personnes de langues différentes et chacun apporte à l'autre la maîtrise de sa propre langue. C'est dans l'échange de la communication entre les deux natifs de deux langues que la construction des compétences langagières et linguistiques se fait. Et cette étudiante elle est toujours, mais elle n'est plus étudiante, coréenne du Sud. Un pays, si vous ne le savez pas, c'est le pays du monde, selon les indicateurs, le ou l'un des pays du monde où on utilise le plus le numérique. Donc l'idée, c'était de faire travailler des jeunes coréens et des jeunes français par binôme pour apprendre le coréen ou le français. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les jeunes coréens n'arrivaient pas à dialoguer avec leur binôme français. Et ce n'est pas la méthode Tandem qui est en cause, ce n'est pas le numérique non plus qui est en cause, c'est simplement que dans la culture coréenne, il est assez difficile de s'adresser à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on ne connaît pas. C'est fortement culturel. Et le numérique a un peu accentué les choses, puisqu'il a mis encore un peu plus de distance au sens physique d'ailleurs, puisque ce n'était pas un tandem face à face, mais un tandem par chat ou Skype ou je ne sais plus quelle technologie, peu importe, entre les uns et les autres qui étaient chacun dans leur pays. Eh bien, cette dimension culturelle de la communication se retrouvait, était renforcée par les technologies numériques. C'est aussi un effet de médiation instrumentale que de renforcer ce trait-là culturel. Alors, j'ai dit synthétique, ces interactions à caractère culturel qui font la relation et qui font que chacun d'entre nous peut évoluer et vivre dans son environnement culturel. On peut, alors ça c'est ma proposition, je ne dis pas qu'il faut la retenir comme la vérité vraie, mais en tout cas moi c'est ce avec quoi je travaille. J'identifie 5 catégories d'interaction de l'individu dans son environnement. La première, conceptuelle, c'est les interactions de l'individu dans son milieu, dans le registre de l'information et des connaissances, c'est-à-dire le rapport que chacun d'entre nous avons avec l'information, la connaissance et la construction des connaissances. Et je n'ai pas besoin de détailler à ce stade, pas besoin d'approfondir à ce stade, j'ai pas besoin de vous convaincre, je veux dire, je pense que vous voyez tout de suite comment ces interactions conceptuelles qui existent sans technologie, parce que sans technologie numérique en particulier, on a des façons d'accéder, de s'approprier de l'information. C'est l'héritage familial, sont les amis, sont les enseignants qui vous parlent, qui vous tiennent un discours sur un certain nombre d'éléments d'information et de connaissances. C'est le livre, etc., etc. Le numérique, bien sûr, apporte ses moyens d'accès à l'information et aux connaissances, et ces moyens bouleversent notre rapport à l'information et aux connaissances. Je l'illustre là. Le rapport à l'information de l'élève du début du XXe siècle à certains domaines enseignés à l'école
c'était, j'y reviens, le manuel scolaire et le maître. Éventuellement les parents pour ceux ayant la chance d'avoir des parents qui, etc. Aujourd'hui, c'est très différent. Le rapport à l'information de l'élève, du même élève, c'est un peu ce que dit le prof, s'il accepte toujours de dire quelque chose. Moi, je pense que c'est bien s'il dit quelque chose. C'est un peu le manuel scolaire quand il y en a. On a vu qu'il n'y en avait plus forcément. Et puis, c'est tout ce que l'élève va pouvoir trouver par lui-même, pour dire simplement sur Internet, enfin par toutes sortes de moyens que vous connaissez, de recherche d'informations avec des moteurs de recherche d'informations, d'autres moyens pour accéder à l'information avec de la signalisation dans des réseaux sociaux par exemple, ou ce genre de choses-là. En tout cas, un rapport à l'information très différent et aussi un périmètre et une nature d'information très différentes. Donc cette première dimension-là qui fait notre culture, qui fait la culture de notre rapport à l'information est considérablement modifié, il est bouleversé par les technologies numériques et par conséquence l'école ou tout ce qui ressemble à l'école, tous les dispositifs de formation aussi. Le rapport à l'espace et au temps est tout aussi bouleversé, ne serait-ce que par la représentation que nous avons du temps et de l'espace. Il y a des effets évidents du numérique conjugué à d'autres facteurs, mais du numérique sur la perception du temps et la façon dont on se débrouille, je dirais, avec le temps. C'est ce qu'on appelle, par exemple, ce qu'on appelle improprement, du point de vue cognitif en tout cas, le multitâche. Ce qu'on peut dénommer de façon un peu plus sérieuse, l'attention partielle continue. L'attention partielle continue. C'est-à-dire notre façon d'allouer notre attention à plusieurs tâches ou plusieurs éléments, non pas en même temps, mais successivement et par une rotation d'allocation d'attention très rapide. Un petit peu de ceci, un petit peu de ça, et on revient un petit peu de ceci. Eh bien ça n'est pas bien sûr lié qu'au numérique, mais c'est beaucoup lié au numérique, donc notre rapport au temps et notre gestion du temps est différente. Et d'ailleurs, c'est une vraie compétence aujourd'hui, très demandée, très attendue, que de savoir faire ça bien. Alors je ne sais pas comment vous faites vous, si vous le faites bien ça, savoir allouer votre attention par petits bouts sans perdre le fil de ce que vous faites, sans que ça nuise à l'efficacité, etc. C'est une vraie compétence. C'est une vraie compétence à laquelle l'école majuscule, tout dispositif, tout ça, ne prépare pas. Et pourtant, si vous ne l'avez pas, ça devient un petit peu difficile de travailler par exemple. Ça c'est pour le temps. Pour l'espace c'est pareil, on a une représentation de l'espace, on dit que l'espace rétrécit, je ne crois pas qu'il rétrécisse, mais en tout cas on en a une perception différente, une représentation différente et on en a un usage différent. Ça commence pas avec Internet, mais c'est une question de technologie, de l'information et de la communication. Donc ça commence avec, quand on passe du cheval au train, du train à l'avion et de l'avion à Internet, vous voyez comment ça joue sur les échelles d'espace. Donc, deuxième type d'interaction transformée par le numérique au moins autant. Troisième, relation à autrui, la sociabilité si on veut résumer ça rapidement. La relation à autrui est bien aussi évidemment transformée par l'usage des messageries, du mail, des réseaux sociaux. Je ne vais pas approfondir, là aussi vous en avez l'expérience, mais le rapport à autrui est transformé de façon différente selon les individus, de façon différente selon les milieux sociaux. On le voit beaucoup, et on en parle beaucoup d'ailleurs au niveau scolaire, puisque ça a un certain nombre d'incidences ou d'impacts sur des comportements relationnels qui ne sont pas attendus, pas connus, en tout cas pas habituels dans nos institutions, et assez difficiles à organiser. C'est l'heure ? Quatrième et avant-dernier type d'interaction culturelle, les relations, les normes sociales, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, par exemple, dans un amphithéâtre, la règle qui, en tout cas à l'université, la règle ancestrale qui perdure encore un peu dans le contrat didactique ou le contrat d'apprentissage qui n'est pas vraiment écrit, qui l'est parfois un peu et qui lie les étudiants aux profs, il y a une norme sociale qui dit
on ne parle pas sans avoir la parole, on prend des notes, on ne discute pas ou on ne joue pas de façon ostensible, ou je ne sais pas si c'est ostensible ou ostentatoire, là, avec son voisin, ostensible en tout cas. Et il y a un certain nombre de règles et de normes sociales parfaitement établies que l'on respecte ou qu'on ne respecte pas, mais qui font le fonctionnement culturel. Alors là, je prends un exemple éducatif, hein, mais on peut bien sûr en prendre beaucoup d'autres dans les différentes sphères sociales dans lesquelles on évolue, l'éducation, la famille ou d'autres. Je pense que dans vos domaines d'activité, en particulier vos domaines sportifs respectifs, j'imagine qu'il y a des normes sociales qui doivent être un peu les mêmes selon les sports, et puis d'autres qui doivent être très particulières, très spécifiques à votre domaine d'activité. C'est pareil dans tous les domaines d'activité, mais ce qui est sûr, c'est que le numérique les modifie. Et puis enfin, c'est un petit peu plus difficile à expliquer rapidement, et pourtant c'est un peu plus enthousiasmant d'une certaine façon. Une autre forme d'interaction que l'on a, culturelle que l'on a, que l'individu a, eh bien elle porte sur les possibilités qui lui sont données d'être créatif et de produire quelque chose. Et je n'ai pas le temps de prendre des exemples, on voit d'une culture à l'autre, l'individu, d'une culture à l'autre, d'un moment de l'histoire à un autre, d'un groupe social à un autre, les possibilités que la culture, que les caractéristiques culturelles donnent à l'individu d'être créatif, d'être acteur, de se singulariser, de produire, sont différentes. Et là, c'était très intéressant parce que les technologies numériques viennent donner un pouvoir d'agir et un pouvoir de faire à chacun qui est totalement inédit et dont il faut, je crois, absolument, d'une part, avoir conscience et d'autre part, d'un point de vue pédagogique, se saisir. Et le pouvoir de faire, c'est très intéressant parce que c'est à la fois, au sens premier, le pouvoir de faire, et c'est aussi de redonner du pouvoir à celui qui fait. Et c'est en ce sens-là que le numérique, je crois, ouvre des pistes tout à fait intéressantes. Et si cet élément vous paraît pertinent, d'ailleurs, je vous invite, parce que nous allons organiser une semaine entière de travail sur le pouvoir d'agir ensemble et autrement, numérique 2 points, le pouvoir d'agir ensemble et autrement. 3e semaine de septembre à Poitiers, ça sera très très bien. Je voulais l'appeler l'âge du fer, parce que je trouvais que c'était rigolo, et puis en fait non, c'est une mauvaise idée, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle l'Allemand, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Michel, un sociologue, et qui vient d'écrire un livre justement sur l'âge du fer, et on va l'inviter pour faire la conférence inaugurale de notre semaine. Comment ? Alors, comment cela se traduit-il, je ne veux pas abuser de votre bonne forme, dans l'éducation? Alors, c'est assez déterminant dans l'éducation, ces catégories, ces interactions culturelles. Pourquoi? Parce que si ces interactions culturelles, si ces types d'interactions définissent notre culture, alors d'abord, je n'ai pas dit quelque chose d'important, c'est le mot, je dis culture et je n'ai pas dit culture numérique. Et si je n'ai pas dit culture numérique, c'est parce que je pense que la culture numérique, sauf à l'envisager d'un point de vue seulement technique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre culture qui est transformée par le numérique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Eh bien, ces 5 catégories d'interaction culturelle qui définissent notre culture, elles définissent aussi toutes nos institutions quand elles sont culturelles. Et toutes nos institutions éducatives sont culturelles, sont très fortement culturelles. L'école, ce n'est pas l'école comme ça déconnectée de notre société et de notre culture. Qu'est-ce que ça fait une école? C'est quoi le projet d'une école? Pas d'une école au sens un lieu particulier et des murs, hein, mais d'un système éducatif ou d'une grande institution éducative ou de formation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe un cadre très précis pour chacune des 5 catégories d'interaction que je viens d'évoquer. La première des choses que je vais prendre l'exemple de l'école au sens école primaire, collège-lycée là, qui parle facilement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un système éducatif pour élaborer les écoles, le fonctionnement des écoles, des collèges et des lycées? On fixe un rapport de l'individu à l'information, au savoir. On choisit d'abord un périmètre d'information bien particulier. Ce sont les programmes, c'est le savoir scolaire.
et on fixe un rapport au savoir. Le rapport au savoir, je le disais tout à l'heure, c'est le dialogue ou les activités maître-élève, c'est tous les documents un peu transactionnels, là, le manuel scolaire ou autre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si l'institution fixe cette catégorie d'interaction de l'intérieur de l'institution, le numérique, lui, vient modifier, ou plutôt vient avec des pratiques informationnelles, des pratiques totalement différentes. En tout cas, les élèves arrivent avec, et vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si on ne fait pas évoluer la façon dont l'école propose le rapport à l'information et aux connaissances. Eh bien, il y a vraiment un écart extrêmement grand qui sépare les élèves, les profs aussi, hein, et l'institution. Que fait l'école? Eh bien, elle fixe un rapport aussi à l'espace et au temps. Historiquement, c'est quoi? C'est le temps scolaire. Alors, le temps scolaire, c'est un vrai sujet, hein, c'est les heures, c'est des rythmes scolaires. Moderniser, ça donne la problématique des rythmes scolaires. À quelle heure on entre, à quelle heure on sort, combien de jours de vacances, avec quelle périodicité, etc. Et puis un cadre pour l'espace, c'est l'espace de l'établissement scolaire, avec toutes sortes de symboles. La porte, hein, quand on franchit la porte, à l'extérieur on n'y est pas, et quand on a franchi la porte on y est, et les règles changent. Donc là aussi, bien sûr, le numérique modifie tout. Alors évidemment, surtout dans un séminaire avec une plateforme comme Spiral, on voit bien comment temps et espace, on joue avec le temps et avec l'espace différemment. Mais nos étudiants, nos apprenants, nos stagiaires, etc., ils arrivent avec une gestion de leur temps et de leur espace particulière, qui est la leur, qui est très marquée par l'usage qu'ils font du numérique et qui n'est pas forcément la nôtre. Parce que quand vous fabriquez une formation avec Spiral Connect, vous fabriquez un espace-temps particulier et donc vous instituez un rapport à l'espace-temps de votre public. Je continue, vous voyez, je suis les deux colonnes de gauche là. Relationnel, les interactions relationnelles que j'évoquais déjà tout à l'heure. L'école, elle fixe les règles, je l'ai évoqué ça. On n'a pas à l'école, on s'adresse au maître, je vais un peu exagérer, caricaturer ou le faire à l'ancienne, avec déférence. On s'adresse en général plus tellement au maître avec déférence, mais bon, en tout cas c'est le principe. En tout cas, il y a une dissymétrie, une asymétrie dans la relation, sauf entre pairs, entre élèves, bien sûr, où il n'y a pas cette asymétrie. Ça, ce sont vraiment des règles instituées par l'école qui fixent, encore une fois, ce sont des curseurs ou des potentiomètres, où dans chacune des 5 catégories d'interaction, on fixe la position du curseur. Social, c'est pareil, il y a les normes sociales internes à l'établissement scolaire, qui viennent évidemment être totalement bousculées par le numérique. Et puis je l'ai dit, parce que je crois que c'est peut-être presque, en tout cas, peut-être le plus important, eh bien les activités elles-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la possibilité d'agir? Et l'école fixe une règle un ensemble d'activités très particulières qui sont les activités scolaires, un certain type de tâches, une certaine scénarisation des tâches avec certaines ressources. Et ça, c'est visiblement propre. Enfin, en tout cas, on a un environnement propre au monde scolaire et qui, évidemment, est totalement bousculé par le numérique. Alors, j'ai 2 colonnes pour aller assez rapidement, là, surprendre ce tableau que j'ai repris d'un article et qui ne correspond pas forcément exactement à ce soir. Je ne vais pas forcément vous parler d'espace numérique de travail, mais il a été question de MOOC tout à l'heure. Et vous voyez, on peut, avec ce modèle, si je peux être un peu ambitieux en disant ça, on peut analyser ce qu'est un MOOC parce avec ce même modèle, puisque le MOOC consiste lui aussi à fixer dans chacune des 5 catégories eh bien, la position du curseur. Donc, et bon là c'est pas forcément vrai, hein, ça dépend des MOOC, ça traduit non pas un travail scientifique mais plutôt un avis personnel sur ce que sont la plupart des MOOC, mais c'est difficile à dire puisqu'ils sont tous très différents des autres, hein, donc c'est assez difficile à dire et je ne me permettrai surtout pas de dire que ce qui est là correspond à un MOOC qui n'a pas encore ouvert et que je ne connais pas bien sûr. En tout cas, moi dans les MOOC que j'ai pu observer, les interactions conceptuelles étaient finalement relativement proches. Bon, j'ai écrit inchangé ici, c'est peut-être un peu exagéré, mais relativement proches de ce qu'elles sont dans l'interaction scolaire classique. On accède à des contenus, ils ont été choisis, il y a un périmètre choisi des contenus.
comme à l'école. Dans la plupart des MOOC, on visionne des vidéos où on entend des profs savants qui délivrent en général très bien leur enseignement. Ça ne change pas grand-chose. Les interactions spatio-temporelles, elles sont changées parce que le MOOC, a priori, correspond à un espace-temps de travail qui est différent de l'enseignement que l'on peut, et des apprentissages que l'on peut faire dans une école. Ceci dit, j'ai mis en tout lieu, mais vous voyez, je n'ai pas mis en tout temps, hein, parce que le MOOC fixe aussi un cadre spatio-temporel. Le MOOC a une durée, il commence à une date, il finit à une autre, hein, il a bien un cadre particulier. Donc lui aussi, le MOOC, il joue sur ces potentiomètres-là. Les interactions relationnelles, la catégorie relationnelle des interactions culturelles, eh bien c'est pareil, le MOOC le fixe, ça c'est très variable. Ça dépend du type de MOOC, ça a été évoqué tout à l'heure, les X, les C MOOC ou autres variantes qui ne manqueront pas d'apparaître, avec les plus magistraux, des plus magistraux aux plus collaboratifs. Et donc avec des relations entre les apprenants qui sont soit très verticales, soit très horizontales. Quel que soit le choix, vous voyez que concevoir le MOOC consiste là aussi à faire le choix de ce type d'interaction. Social, bon, j'écris classique ici parce que c'est a priori, mais ça dépend beaucoup des MOOC encore une fois, pas très différent de ce qu'on observe dans des cadres de formation plus habituels. Et puis enfin, les interactions poïétiques, celles donc du pouvoir d'agir, eh bien, elles sont très différentes. C'était très intéressant tout à l'heure l'échange qui a eu lieu à l'issue de ta présentation, parce qu'elle posait justement cette question. La question, c'est celle de l'activité. Je reviens au point de départ de ma présentation. Ce qui est important, c'est l'activité. On apprend si on est actif, acteur et actif. Donc la question ici, c'est comment est-ce qu'on utilise le numérique pour permettre, susciter, autoriser, suggérer, accompagner, etc., des activités qui, de préférence, exploitent le potentiel du numérique. Ce qu'on observe, ou plutôt, je veux dire, ce que j'ai observé, je ne vais pas employer un indéfini là, dans les quelques MOOC que j'ai pu rapidement analyser, c'est que les activités qui sont proposées, le plus souvent, ne tirent pas parti du numérique, ne tirent pas parti du potentiel du numérique. Je vais généraliser d'ailleurs là, et ça sera presque la fin. Je vais sortir du MOOC pour évoquer la même question, et peut-être en réponse à une question, ou en réaction, à une question qui a été posée hier sur l'efficacité du numérique. Alors j'ai dit en préambule qu'avec beaucoup de précautions que notre laboratoire cherchait à ne pas évaluer l'efficacité. Mais d'autres le font. Et donc des résultats plus ou moins fiables existent et sont assez intéressants à observer. Nous avons des collègues américains qui font une méta-analyse, c'est-à-dire ils compilent des travaux de recherche qui portent souvent sur des activités de formation médiatisée très très particulières. Ils compilent ces articles pour essayer de les répartir en trois catégories. Première catégorie, des activités où on a pu observer, mesurer avec différentes méthodologies et méthodes et outils. On a pu observer que le numérique, en tout cas que dans ces activités, le numérique était au service de l'efficacité de l'activité d'apprentissage. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, qu'on apprenait mieux avec que sans. Ça, c'est une première catégorie. Deuxième, de l'autre côté, celle de catégorie où on apprend moins bien avec le numérique que sans. Alors, il y a toujours des gens qui sont étonnés de ça, mais c'est quand même un tiers des articles qui ne représentent pas du tout la réalité des pratiques, mais en tout cas sans doute beaucoup de pratiques, à mon avis beaucoup plus qu'un tiers. Et puis un autre tiers qui est les situations où ça ne change rien. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que je viens de présenter, c'est de se demander, mais finalement, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières, mais assez génériques, qui expliqueraient pourquoi? Alors la catégorie du milieu, on va la laisser tomber, c'est toujours difficile ça, mais qui expliquerait pourquoi on apprend parfois mieux avec que sans, et parfois pourquoi on apprendrait moins bien avec que sans.
Ce serait assez intéressant pour nous ensuite pour savoir quand est-ce qu'on doit l'utiliser ou quand est-ce qu'on doit ne pas l'utiliser. Et en fait, bon, c'est très complexe, mais il y a un élément qui apparaît très fortement. C'est que quand on n'utilise pas le numérique pour des tâches qui bénéficient des caractéristiques spécifiques du numérique, autrement dit, quand on utilise le numérique pour faire des choses qu'on peut très bien faire sans le numérique, eh bien, le plus souvent, ça dégrade les apprentissages. Et c'est facile à expliquer et à comprendre. Parce que quand vous avez une tâche que vous pouvez réaliser, tâche d'apprentissage, dont le but est l'apprentissage, enfin, vous la réalisez sans le numérique. Donc, celui qui la réalise, eh bien, a toutes les difficultés qui sont propres à la tâche et auxquelles il doit faire face pour réaliser la tâche. Vous prenez la même tâche et puis vous l'instrumentez avec le numérique sans changer la tâche. Eh bien, celui qui la réalise, il doit faire face à deux difficultés. Il doit faire face à la difficulté de la tâche et il doit faire face à la difficulté de l'instrumentation numérique de la tâche. Et ne serait-ce que par le partage d'attention, il y a une partie de son attention qui va être consacrée à la tâche et puis une partie de son attention qui va être consacrée à la dimension instrumentation numérique de la tâche. Ne serait-ce que pour cette raison-là, la performance d'apprentissage est dégradée. Et puis, quand on va sur le terrain, quelles seraient les tâches qui nécessiteraient l'instrumentation? Alors c'est là qu'il faut faire preuve d'initiative. Non, je vais donner un exemple et on me pose toujours la question, donc j'en suis sûr d'avoir la réponse. C'est une réponse. Alors il va vous falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination parce que je ne peux pas vous montrer ce que je vais décrire. Mais l'exemple le plus souvent cité d'une instrumentation numérique d'une tâche d'apprentissage qui conduit à l'amélioration de la performance d'apprentissage, c'est en géométrie. La géométrie est découverte par les élèves en classe de 4e. C'est une chose extrêmement difficile que de faire des conjectures géométriques, de comprendre des énoncés, de réaliser des figures, et au-delà de la réalisation des figures, de faire un certain nombre de conjectures sur ce que ça représente du point de vue géométrique. Quand on, je sais pas moi, quand on déplace, quand on déforme un triangle, comment se déplace le centre, le barycentre, non, je suis en train de dire des bêtises, bref. Vous voyez ce type de situation. Quand on le faisait sans le numérique, qu'est-ce qu'on faisait? Alors le prof donne son cours, il donne le théorème s'il y a un théorème, et puis il fait quand même, il peut faire expérimenter l'élève. Parce que là l'expérimentation est majeure, hein. L'activité de l'élève c'est expérimenter là. Et qu'est-ce qu'il fait l'élève pour expérimenter? Il prend, vous savez, un papier, un crayon de papier 2B ou 2H ou je ne sais pas trop quoi, voilà. Le compas, enfin toutes ces panoplies là que les parents devaient acheter pour les trousses à la rentrée pour leurs enfants. L'élève dessine péniblement la première figure, parce que déjà comprendre la consigne et dessiner la figure c'est très compliqué. Et puis ensuite, pour bien comprendre ce qui se passe, il faudrait en dessiner une quinzaine d'autres en déformant légèrement, c'est impossible. C'est impossible. Si vous avez un logiciel de construction géométrique, vous construisez la même figure, et puis ensuite, avec le doigt, la souris ou ce que vous voulez, vous déplacez les points du triangle et vous visualisez le déplacement de tous les autres éléments de la figure. Là, les gains ont été mesurés. Alors, ça dépend du type d'apprentissage en géométrie, hein, bien évidemment, mais là, les gains ont été tout à fait mesurés et sont tout à fait évidents. Et vous le voyez, ça, c'est une activité qui gagne à la technologie. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire sans. Alors bon, je peux peut-être tomber sur des applications plus proches de ce que vous faites, mais... Alors, la simulation, ça, on est assez proche de ce champ-là. La simulation, d'ailleurs, moi je me demandais, ce serait sans doute très complexe, mais si un modèle comme celui que vous exposiez tout à l'heure, pouvait être suffisamment raffiné
pour être à la base d'une simulation, parce que finalement, ce qui manque, c'est la dynamique dans l'évolution dynamique de la situation. Là, on est obligé de faire avec des situations qui ont été préenregistrées, mais avec le MOOC, je veux dire. On peut, je ne sais pas si c'est faisable, c'est sans doute un peu trop complexe, mais en tout cas, la simulation est une application, un usage du numérique qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans. Mais pas seulement avec des applications aussi compliquées et complexes technologiquement, hein. Les usages que vous faites, j'en suis sûr, de communication entre apprenants, disons, dans votre public, on peut mettre en place des situations de communication, d'échange, de confrontation de points de vue qui sont différentes avec le numérique que sans le numérique. Je prends un exemple qui marche très très bien. Quand sur une problématique complexe, un problème à résoudre, on échange en face à face, là, eh bien, on perd la mémoire de nos échanges. On ne peut pas s'y référer. Enfin, la mémoire, c'est nous qui l'avons. Si on réalise la même activité avec un chat ou un forum, eh bien, on conserve sous les yeux la trace de l'échange qu'on a eu. Ça change complètement les processus de confrontation cognitive. Quand on fait ça, on fait une utilisation du numérique qui conduit à transformer l'activité par rapport à ce qu'elle serait sans. Elle la transforme considérablement. Donc il y a toutes sortes de situations dans lesquelles le numérique est utilisé pour ce qu'il est, pour le potentiel qu'il représente. Si en revanche vous transposez, c'est facile à imaginer, l'exercice de maths, je ne sais pas moi, factorisation en classe de 3e, de la page, le numéro 12 de la page 46 du manuel scolaire, vous faites la même chose. Vous faites un beau QCM ou autre chose du même genre avec le numérique, là c'est probablement un mauvais choix. Parce que probablement ça va dégrader la qualité des apprentissages. Alors ce qu'on observe malheureusement sur le terrain, Tecné est souvent sur le terrain, c'est que la plupart des activités instrumentées par le numérique dans l'enseignement scolaire sont des activités qui consistent à ajouter une couche de numérique sur des tâches qui existaient préalablement. C'est-à-dire que globalement, le recours qu'on fait au numérique dans l'enseignement scolaire dégrade la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Globalement. Mais c'est assez fort. C'est-à-dire que dans bien des cas, il vaudrait mieux ne pas utiliser le numérique plutôt que de l'utiliser. Et ce que je dis souvent aux enseignants que je rencontre, c'est que surtout, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. C'est-à-dire, si vous réussissez avec le numérique à proposer ici et là une activité qui tire parti spécifiquement de ce que le numérique offre, comme ce dont on vient de parler, ça suffit. Et c'est beaucoup mieux que des classes où, en particulier avec ce genre d'artefacts-là, quand tous les élèves en sont équipés, le prof peut se sentir obligé, pour être un bon prof aujourd'hui, de dire dès le début du cours, bon, vous ouvrez vos tablettes et vous lancez telle application, et on fait ça toute la journée. Eh bien ça, c'est une très mauvaise idée. Et ce qui est donc une très mauvaise idée, si vous avez un peu suivi l'actualité du numérique éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a lancé en janvier une concertation nationale appelée Concertation nationale sur le numérique éducatif, avec un projet de l'État à la clé, qui est un projet du chef de l'État, porté par le Premier ministre, enfin plutôt par les conseillers du Premier ministre, qui connaissent très bien l'éducation, qui sont des énarques brillants, qui connaissent rien à nos problèmes, mais qui sont assez intéressés par deux idées. La première idée, c'est celle de la modernité. On ne peut pas faire sans. La deuxième idée, c'est que si on achète une tablette par élève, ça fait un beau marché. Et on va faire vivre des entreprises. Une classe d'âge en France, c'est un peu plus de 830 000 personnes. Donc si l'État décide d'acheter, parce que c'est un peu dans les tuyaux,
une tablette, pas celle-ci quand même, une tablette par élève de 5e en 2016, c'est 830 000 tablettes. Vous multipliez ça par un coût moyen de, allez, 400 €, ça fait 250 millions d'euros. Et on n'a pas mis en place l'infrastructure de réseau, on n'a pas acheté les ressources, on n'a pas formé les profs. De toute façon, on n'aura pas d'argent pour faire tout ça. Donc on aura des tablettes qui seront donc au début beaucoup utilisées, très rapidement peu utilisées et le plus souvent mal utilisées. Et puis pour finir sur ce registre, parce que là je sors de mon cadre scientifique et je suis plutôt dans l'idéologie politique, je veux juste vous dire un mot en quelque sorte d'un de mes maîtres qui s'appelle Pierre Meuglin et qui, dans une occasion un peu particulière de ma vie professionnelle, m'a fait une remarque que j'ai bien en tête et que je ne vais pas oublier. Je laissais penser dans mon propos, parce que j'espère que ce n'est pas le cas ce soir, qu'il fallait beaucoup utiliser le numérique, ce qui n'était pas mon idée, sauf qu'il pouvait l'entendre comme ça. Et puis, il m'a raconté une petite histoire, mais qu'il l'a raconté à d'autres reprises, parce que René, tu l'as entendu aussi. Il a dit, voilà, pour moi, Pierre Meuglin, la technologie numérique qui m'est le plus utile, elle ne me sert qu'une fois par jour et quelques secondes. C'est mon réveil matin. Mais il est essentiel. Et donc c'est, je crois, une bonne illustration. Moi j'emploie un terme. Je dis qu'il faut utiliser le numérique parcimonieusement. Quand il est utile, seulement s'il l'est. Et il ne faut pas qu'on se sente avoir une pression sur nous pour l'utiliser beaucoup. J'essaie de décomplexer, d'étendre les enseignants que je rencontre en leur disant ça, et en leur disant en même temps ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, de toute façon, les pratiques pédagogiques avec le numérique, elles sont à inventer. Alors donc, soyez pas étonnés si on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Personne ne le sait. Ce qu'on peut vous dire, c'est un certain nombre de points de repère bien particuliers, mais qui restent généraux, comme ce que je viens de faire. Il y en a des plus précis, bien sûr, plus opérationnels, opératoires, mais c'est quand même assez général. Et qui pourrait prétendre, qui formerait des enseignants aujourd'hui, ou des formateurs de tout type, qui pourrait prétendre savoir ce qu'il faut faire? Personne. Ce qu'il faut, c'est disposer d'un certain nombre de connaissances et de compétences sur le numérique, du genre de celles que j'ai présentées et d'autres, et puis que chacun se sente suffisamment libre pour faire ce qu'il a à faire quand il le peut, quand il le veut, et en revanche avec de l'accompagnement pour ne pas être soumis à trop de difficultés. Et par exemple, l'accompagnement, ce sont des séminaires comme ça qui permettent de surmonter quelques difficultés qu'on n'a pas à assumer tout seul ou qu'on ne peut pas assumer tout seul. Donc voilà, pour moi, l'enseignant d'aujourd'hui n'est pas l'enseignant, je suis enseignant de façon très générique, hein, n'est pas l'enseignant qui utilise toujours, on n'est même pas l'enseignant qui utilise beaucoup, c'est l'enseignant qui utilise à sa façon. Et pour terminer, je reviens un peu en arrière pour terminer sur cette question d'instruments numériques. Je fais le lien, ça me semble très important, là encore c'est un vieux monsieur, Marshall McLuhan, canadien très connu dans les années 60 pour ses travaux sur la communication. Puis il y a eu quelques petites phrases tout à fait qui traversent le temps, qui est tout à fait forte et intéressante, dont celle-ci, et je vous la livre celle-ci pour vous, parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous plus ou moins concepteurs de dispositifs de formation médiatisés avec Spiral, et je crois que c'est intéressant de se rappeler que c'est nous qui concevons et qui conformons nos outils, mais après, c'est eux qui encadrent notre activité et qui nous modèlent. Et ça, c'est la médiation instrumentale aussi. Et voilà. Et voilà pour cette présentation. Peut-être quand même, juste ajouter un élément que j'ai oublié en cours de route, c'est que, ça va prendre une minute, c'est que ce modèle-là, que je vous ai présenté, que j'ai un petit peu discuté, c'est un modèle d'analyse pour comprendre ce qui se passe, mais ça peut aussi être un ensemble de points de repère pour l'action pour vous. C'est-à-dire que quand on conçoit un dispositif de formation, il faut se poser 5 questions. Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, mais en tout cas, là, il y en a 5. Il faut se poser
quel rapport à l'information je veux créer pour mon public. Après, comment je fais avec les ressources dont je dispose, mais la question c'est qu'est-ce que je veux faire de ce point de vue-là? Quel rapport à l'espace et au temps je veux mettre en œuvre? Quel rapport à autrui je veux suggérer et instrumenter? Quelle norme sociale je veux installer dans mon dispositif? Et puis qu'est-ce que je permets à mes apprenants de faire et comment est-ce que je leur permets de se saisir des technologies ou autres, numériques ou autres, pour être créatifs et pour faire? Voilà. J'avais une première question, avant que le rouge commence à entamer le débat. C'est en glisser une. Il me semble que tu as dit que toi, tu ne croyais pas qu'il y ait de culture numérique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors, ça dépend du sens que l'on attribue à ce terme de culture numérique, mais je crois que c'est plus important que ça. C'est-à-dire, si on dit culture numérique, c'est comme s'il y avait la culture en général, et puis que quelque part, il y avait une culture particulière qui serait la culture numérique, comme si on le disait, comme on disait il y a quelques années, il y a la culture des jeunes, il y a la culture de ceci, il y a la culture de cela. Pour moi, la place que le numérique prend, moi j'emploie un terme quasi religieux, c'est l'immanence. Il n'est pas religieux au fond, mais c'est l'immanence du numérique. Il est absolument partout. Qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire même des gens qui n'ont jamais utilisé un matériel numérique, même pour eux, la vie sociale, leur vie culturelle, leurs différentes interactions, elles sont modifiées parce que le numérique est là et parce que le numérique est utilisé. Donc ces transformations sont tellement profondes, elles ont un impact tellement fort sur les registres culturels que c'est la culture elle-même qui est changée. C'est-à-dire, pour moi, on doit dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une terminologie qu'on retrouve souvent, c'est un sociologue de la culture qui l'a inventé, Olivier Donat, qui, ça fait déjà 1998 je crois, ou 97, ce sociologue, il était chargé par le ministère de la Culture pour faire une étude des pratiques culturelles des Français. C'est une étude que le ministère de la Culture commandite régulièrement. Alors, la périodicité n'est pas tout à fait assurée, ça varie un peu, mais en gros, tous les 5 ans, il y a une étude à très grande échelle sur nos pratiques culturelles. Et quand il a fini son étude, il a cherché un titre pour son étude, et le numérique avait déjà pris une place tellement importante dans son étude qu'il a beaucoup réfléchi sur le titre et qu'il s'est dit, avec le même raisonnement que celui que je viens d'avoir, je ne peux pas l'appeler culture numérique, parce que c'est bien de culture tout simplement qu'il s'agit, et il l'a appelé la culture à l'ère du numérique. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant, comme on aurait pu avoir la culture à l'ère de la machine à vapeur, ou à l'ère de l'avion, ou de je ne sais pas trop quoi d'autre. Et d'ailleurs, si on peut faire ce parallèle, vous voyez, culture à l'ère de la force motrice, par exemple, eh bien, c'est parce que ça montre encore une fois très fortement le rapport indissociable et indissoluble qui existe entre culture et technique. Et puis, je continue ma réponse. Parce que j'ai discuté ça sur de trop longues pages. J'avais fait une petite enquête pour savoir ce que ça voulait dire culture numérique pour chacun d'entre nous, parce que c'est pas gravé dans le marbre, hein. Moi, je donne mon approche, mais on n'a peut-être pas la même, mais c'est pas grave. Donc j'avais fait une petite enquête assez informelle. La question, il n'y en avait qu'une, c'était finalement qu'est-ce que ça veut dire culture numérique? Et le plus souvent, j'ai fait ça en 2011, 2010, le plus souvent, ce qui était dit, la culture numérique, c'est celle des jeunes. Et la culture numérique, non seulement ça flèche les jeunes, mais ça flèche les jeunes qui utilisent beaucoup le numérique. Et ça, je pense que c'est faux. C'est notre culture. Oh, il boude, Je vais intervenir par rapport au MOOC. Parce qu'en fait, le MOOC, il va dépendre de la réponse à ces questions. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand j'ai voulu concevoir le mien, je ne voulais pas concevoir une progression. Je voulais que tout le monde rentre où il voulait, quand il voulait dans le MOOC. Mais seulement, on m'a dit, il faut valider quelque chose. Donc, on m'a dit, il faut que tu fasses une progression. Je voulais proposer des thèmes, c'est l'information, la connaissance, c'est pas moi qui la donne. C'est
Et qu'en fait, les gens, ils allaient la chercher pour répondre aux questions qui étaient posées. Et puis en termes de création, par rapport à la proposition qui a été faite tout à l'heure, quand j'ai voulu la mettre en place, on m'a dit que c'est pas possible. Alors que c'est là qu'on va changer le rapport à la création, si on en fait une communauté qui construit du savoir à partir de questions qui s'échangent à l'intérieur. Et je reviens par rapport à ta simulation tout à l'heure. Il y a une simulation que tu n'arriveras jamais à faire dans les activités physiques et sportives. Tu n'arriveras jamais à faire avec l'art numérique. Berthoz, il dit, dans la décision, il y a prédiction, simulation, émulation. Vous ne faites que de la simulation, c'est-à-dire la succession des opérations cognitives. Bien sûr. Vous ne faites jamais, et il ne sera jamais possible de faire la dimension d'émulation, c'est-à-dire la dimension d'inscription dans la chair de l'espace dans lequel tu interviens, et la projection de ce corps dans l'espace. Et cette dimension-là, jamais l'ère numérique. Alors moi, je dirais pas jamais quand même. Ce jour-là, on n'aura pas de corps. Peut-être, mais moi je dirais pas jamais. Moi je n'en sais rien. Alors je vais un peu. Hier soir, Bruno, il a dit qu'il était, au fond, il a avoué. Toi, tu n'étais pas là hier soir, mais c'était une sorte d'aveu. Il a dit, au fond, je suis geek. Et ça explique une partie. Et j'aime ça. Ça explique une partie de mon travail et des analyses que je fais. Eh bien, moi je pense qu'au fond je ne suis pas geek. Et moi je suis je suis très critique par rapport aux technologies. Je suis très critique pour deux raisons. Il y a une raison scientifique. On ne peut pas faire de la recherche si on n'est pas critique sur ces questions-là. Pas question de faire du prosélytisme d'une façon ou d'une autre. Et puis, je suis très critique parce que, donc ça c'était méthodologique, épistémologique en fait. Et puis je suis très critique parce que la réalité incite à être très critique, tout simplement. Alors, critique, ça veut dire aussi réaliste, c'est-à-dire je pense aussi que le potentiel des technologies numériques pour les apprentissages est extraordinaire. Que ça peut être très émancipateur, le numérique. Malheureusement, il est rarement utilisé comme ça, mais ça peut l'être. Mais que c'est extrêmement difficile de s'en saisir pour les apprentissages et pour l'éducation. Alors, j'ai obligé de faire une petite digression, une petite parenthèse, parce que là, on ne parle, en tout cas depuis hier, du rapport du numérique à l'éducation que d'une seule façon. Une seule façon, c'est utiliser le numérique au service des apprentissages. Mais le numérique dans l'éducation, c'est pas que ça. C'est éduquer au numérique, qui est une dimension qui vous concerne peut-être moins ou pas directement, mais qui est extrêmement importante. En tout cas, pour l'école, c'est une dimension essentielle, qu'elle n'assume pas du tout, ou très mal. Est-ce qu'on pouvait, c'est une comparaison un peu bête, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une école qui n'apprend pas à lire et pas à écrire et pas à compter? Ça paraît évident. Et c'est le cas, en plus c'est le cas, mal en tout cas. Voilà. Mais avec le numérique, eh bien, on a une école qui se refuse presque à, enfin ça change un petit peu aujourd'hui, mais à peine, qui se refuse presque à apprendre le numérique, à enseigner à apprendre le numérique. Ça, c'est une autre dimension du numérique qui, moi, me paraît essentielle. Si on veut éduquer des citoyens autonomes, émancipés, pouvant prendre position, se conduire eux-mêmes, évoluer dans une société qui évolue encore plus vite que lui, ça ne peut pas se faire sans formation au numérique. Qui peut la faire? Qui peut la faire? L'école ne la fait pas, pourrait la faire. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, personne ne l'a fait, sinon les familles. Et les familles ne le font pas de la même façon, d'une famille à une autre, c'est donc extrêmement inégalitaire. Puis la troisième dimension, c'est celle dont on parle là, c'est éduquer, former à l'ère du numérique, c'est-à-dire en prenant en considération non seulement le potentiel du numérique pour organiser des activités d'apprentissage, ça c'est l'ingénierie de formation, mais prendre le numérique pour ce qu'il transforme, l'apprenant, ce que je viens d'essayer de vous montrer, qui est vraiment pas le même avec le numérique, comme le prof n'est pas le même non plus, hein. Nous sommes tous différents. J'ai une question, parce que plutôt quelque chose qui m'interpelle. Dans les différentes interactions, il
il y a celles qui sont d'ordre social. Tu disais tout à l'heure, on le voit dans le tableau du slide suivant, qu'il y a un certain nombre de règles qui sont établies dans un amphi, alors qu'elles soient explicites ou implicites, comme voilà, ne pas parler, ne pas poser de questions directes avec l'enseignant, ne pas discuter avec son voisin. Et pour autant, dans les environnements comme Spiral, on favorise, on incite plutôt l'étudiant à partager, à aller chercher des infos, à échanger un grand nombre d'informations avec l'enseignant et avec ses collègues. Alors, ma question, plutôt ce qui m'interpelle, c'est est-ce que l'étudiant, quand il retourne en amphi, alors on suppose qu'il utilise les deux plateformes, n'est-il pas finalement un peu désorienté, décontenancé face à ces règles qui sont assez établies d'un côté, et face à l'affranchissement de règles qui sont qui est évident dans le milieu du numérique. Et finalement, ces deux visions qui sont quand même assez antinomiques, est-ce qu'il n'aurait pas besoin des deux pour cheminer correctement dans son projet éducatif? Alors, c'est-à-dire que tu opposes deux mondes qui sont pas exactement ceux que tu décris dans la réalité. Tu opposes un monde idyllique de la formation avec le numérique et un monde très, très sclérosé et à l'ancienne pour ce qui serait hors numérique. En fait, moi je pourrais te montrer des situations radicalement inversées où des pratiques pédagogiques présentielles ouvrent beaucoup à la discussion, sont très ouvertes de façon générale, et puis des formations à distance avec le numérique qui sont extrêmement classiques où les normes de communication, d'échange sont très fermées. Donc, par rapport à cette dimension-là de ta question, je pense que le numérique ne dit rien des normes sociales et des normes de fonctionnement qu'on met en place. D'ailleurs, c'était une illusion, hein. Elle a été totalement démontée de façon générale, indépendamment de l'éducation. Quand Internet a été créé quand même par des utopistes assez intelligents et intéressants aux États-Unis, ils avaient dans leur tête un monde qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire Internet n'a pas conduit à ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire à mettre un monde qui était à la verticale à un monde horizontal. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, oui, ça permet de le faire dans certaines circonstances, mais ça permet aussi de faire le contraire si on veut. Donc, ça c'est la première réponse, plutôt la réponse à la première partie de ton observation. Ensuite, est-ce que les étudiants gagneraient à aller de l'un à l'autre, que ce soit numérique ou pas numérique, en tout cas à varier les contextes dans lesquels ils sont apprenants? Oui, moi je crois que c'est intéressant, c'est la réalité d'ailleurs. Hein. Les étudiants d'aujourd'hui, d'hier aussi, quand ils passent sans parler du numérique, même passer d'un prof à un autre, c'est passer d'un univers à un autre. Il y a des normes qui restent les mêmes, et puis, mais même pour ce que tu dis dans l'amphi, hein, ce que je disais tout à l'heure, il y a des cours en amphi, et je vais juste faire une petite correction sur ce qui a été dit hier. Bruno parlait de Leroy-Gourhan comme professeur, ayant été le professeur de notre directrice de thèse. En fait, c'est pas Leroy-Gourhan, je ne sais pas s'il m'entend, Bruno, s'il écoute, c'est un autre professeur qui est mort depuis longtemps, monsieur Etiamble, et qui était un professeur à l'ancienne. Pour illustrer et prolonger ce que tu dis, monsieur Etiamble, il disait que dans une salle de cours, il fallait qu'il y ait deux portes. La porte par laquelle entre et sort le prof, et la porte par laquelle entrent et sortent les élèves, parce qu'ils ne doivent pas se rencontrer. Voilà, ça c'est aussi de la médiation instrumentale. Hein. L'artefact, c'est la salle et son architecture, et ça a des effets de communication considérables. Donc on trouve toute une variété de situations, moi, je pense plutôt bien que les étudiants soient confrontés à des situations très très différentes. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça, et je trouve que c'est très bien. Et cette remarque me fait dire que la question des espaces et des temps et de l'architecture, l'architecture de Spiral, c'est une chose qui structure un espace et un temps de travail, mais l'architecture physique aussi. C'est vrai qu'on ne communique pas de la même façon dans un amphi comme ça qui
Ça se passe pas mal parce que vous êtes un groupe qui discute. Hein. Mais dans un amphi, c'est difficile d'avoir que ça fonctionne comme ça. C'est grâce à Christophe, puis c'est grâce à vous qui avez l'habitude de discuter. Un amphi comme ça, en général, on ne discute pas. Et donc la disposition des lieux, l'architecture, c'est extrêmement important. Et vous voyez encore, hein, l'école physique, c'est salle de classe. La jauge des salles, pour combien d'élèves, la capacité, l'organisation à plat, le positionnement des uns et des autres dans la salle, que ce soit une salle de cours classique ou un espace comme celui-ci, c'est joué aussi sur ces interactions-là pour fixer les curseurs. Et aujourd'hui, il y a vraiment tout un courant très intéressant qui est un peu lié au numérique, mais pas que. Et il y a tout un courant, un intérêt qui est porté à l'architecture scolaire, où on se repose des questions. Est-ce qu'il faut des salles pour 30 ou est-ce qu'il en faut pour 5 et d'autres pour 200? Est-ce qu'il faut qu'elles soient, est-ce qu'il faut qu'elles convergent là vers l'orateur, comme dans cet amphi, ou pas, etc., etc. Et c'est toute cette problématique, ce courant des Fab Lab, Fac Lab, Learning Lab, et j'en passe. Comment ça s'appelle? Learning Lab. Le Fab Lab, c'est là où on met des imprimantes. C'est un atelier où on peut fabriquer entre l'électronique, les pièces, et le Learning Lab, c'est des endroits où on apprend différemment, avec des espaces différents. J'étais en train de réagir, quoi. Parce qu'à un moment donné, on est encore en train d'inventer l'eau chaude, quoi. Parce que toutes ces réflexions sur les pédagogies actives, Mais bien sûr. c'est quand même une éternité. Bien sûr. On a réfléchi sur l'espace, on a réfléchi sur l'organisation des Bien sûr. méthodes de travail. Et je pense que le numérique... Les Learning Lab, c'est des écoles mutuelles. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Je dis les questions sont anciennes, elles se posent dans un contexte nouveau, mais quand même, ce qui est nouveau, le numérique apporte des caractéristiques spécifiques, nouvelles. Mais les questions sont bien sûr anciennes. Ceci dit, même si elles sont anciennes, on n'y a pas toujours vraiment répondu. C'est-à-dire quand on regarde l'architecture... En tout cas, c'est pas devenu une innovation. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut expliquer pourquoi. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les Armands Charlet du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale en a abrité beaucoup. Enfin, il en abrite encore beaucoup. Hein. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai réagi dans ta présentation, c'est sur, regarde, là c'est moins bien que dans l'approche classique, traditionnelle. Là, on ne sait pas trop, c'est au moins équivalent, et puis là, c'est une vraie plus-value avec l'histoire des maths, des triangles, des variations, etc. Et alors moi, ça m'a questionné par rapport à ma pratique à moi, évidemment. Et c'est vrai que nous, on a fait ça à côté, là, mais c'était sur... on a vécu ça en disant, c'est une opportunité, finalement, enfin, je réfléchis tout à l'heure à ça, une opportunité pour diversifier nos modalités d'intervention. Et d'une certaine façon, peu importe le champ d'intervention, c'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activité de nos pratiques, y compris la pratique, d'une certaine façon, ça peut être un enrichissement, une plus-value. Alors des fois on se plante évidemment, des fois c'est moins bien, des fois c'est mieux, des fois on ne sait pas trop, c'est différent. Tu vois, enfin, et du coup j'ai du mal à voir comment, j'ai du mal à comprendre cette idée que là, avec le numérique, on peut faire plus que sans le numérique, parce que j'ai l'impression que je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Après, j'entends bien l'argument qui est si c'est faire un copier, un scan d'un bouquin de truc, et de le mettre sur une tablette, et que refaire l'exercice de la même façon, évidemment, on a la double contrainte, maîtriser la tablette et maîtriser le truc, bon, évidemment, mais j'ai l'impression que, bon, si les gens font des photocopies numériques, bon, du papier, peut-être, évidemment. Mais là, j'ai l'impression que ben, on va rajouter du forum, on va rajouter de l'interaction, qui va prendre, pas prendre, on va essayer d'explorer la potentialité finalement du numérique. Si tu veux, je vais à la rencontre des gens qui disent finalement on ne peut faire de l'apprentissage en contraire numérique que sur des parties théoriques. Non, non, pas du tout. Non, en fait, ce que tu dis va dans le même sens que ce que je dis. Hein. On est totalement d'accord. Non, mais je pense qu'on est d'accord, mais voilà. En même temps, moi, j'ai souvent tendance à dire aussi que ma tête, c'est partout. Et quand on dit, ouais, finalement, on n'a plus de corps, on n'a plus de tête, enfin, on a décentralisé notre mémoire, tout ça, je dis, mais attendez, moi, ma tête,
Je vois pas pourquoi mon cerveau, je le sortirais parce que c'est un deuxième temps. Vous voyez, c'est-à-dire que je crois pas à cette dissociation-là. Non. Enfin, voilà, ça m'intéresse. Là, je sais pas si... Non, mais moi je partage complètement ce point de vue. Il n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai exprimé. Je peux peut-être réexprimer différemment ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment tout simple. C'est utiliser le numérique parce qu'on a quelque chose à faire avec, à proposer avec. Voilà. C'est un peu comme ce que je disais hier, c'est que dans le débat de ce soir, alors là, je suis désolé, il faut que tu parles plus fort parce que jusqu'ici, j'entends le grésillement du truc là. Et... C'est un peu ce que le débat qu'on a eu hier soir avec l'intervenant, c'est que en fait, le numérique, moi je le considère dans mon activité comme une ressource supplémentaire maintenant. C'est-à-dire que c'est une ressource pour mon action d'entraîneur, de manager de projet. C'est une ressource supplémentaire à l'interaction d'enseignants, une ressource pédagogique supplémentaire. Et on a tendance peut-être maintenant à considérer, à vouloir faire en sorte que c'est le numérique qui va conduire notre action, alors que c'est tout ça, c'est quel outil j'utilise pour servir au mieux mon action pédagogique. Oui, bien sûr, mais alors, bien sûr et pas bien sûr. Voilà, bien sûr et pas bien sûr. C'est vrai. C'est vrai que c'est une ressource supplémentaire et c'est vrai qu'on libre à chacun de l'utiliser dès lors qu'il a quand même un peu de prise sur ces questions-là pour ne pas faire n'importe quoi et en particulier pas faire toujours ce qu'on faisait sans. Ça, c'est un point. Mais l'autre point que j'ai essayé de mettre en exergue tout à l'heure, c'est que même si vous ne l'utilisez pas, le numérique, même si vous ne vous occupez pas du numérique, le numérique s'occupe de vous. Bon, c'est ça. Alors je paraphrase, hein, c'est un chercheur américain qui disait ça à propos des réseaux. Il disait, si vous ne vous occupez pas des réseaux, les réseaux s'occuperont de vous. Eh bien, dans la pédagogie, si vous ne vous occupez pas du numérique, le numérique s'occupera de vous. Il s'occupe de vous parce qu'il s'occupe de nous tous et qu'il s'occupe en particulier de vos élèves, c'est ce que votre public, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc, il y a vraiment deux facettes. Il y a à la fois, c'est un potentiel, ce sont des possibilités, il y a toutes sortes de choses à faire. Faites-le, je dirais, au mieux, sans vous sentir mis sous pression. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et encore une fois, pas forcément la peine d'en faire beaucoup. Alors, c'est sans doute moins vrai dans vos contextes, hein, mais dans le contexte scolaire et bientôt universitaire, c'est très vrai. Et puis par ailleurs, pensez vraiment au fait que le numérique s'est déjà occupé de vous et de votre public et que vous devez penser à votre public avec ce que le numérique lui a fait. Et ça a été aussi une façon, quand même, moi, de questionner mes pratiques. Ça oblige à questionner ses pratiques. C'est une bonne façon de se remettre en question. Bien sûr. Alors peut-être pour finir, parce que je sens que là il y avait un message. Ah non. Là pour reprendre là encore une petite phrase de ma directrice de thèse, c'est très intéressant, une petite phrase assez incisive, des raisonnements qui s'exprimaient par des formules assez percutantes. Elle disait, on peut faire, bien sûr qu'on peut faire du neuf avec du neuf, c'est-à-dire la pédagogie un peu différente et nouvelle avec des technologies qui, elles, le sont, nouvelles, mais on peut aussi faire du vieux avec du neuf. Ça, c'est ce que je dénonce plutôt, enfin je pense qu'il faut éviter. On peut aussi faire du neuf avec du vieux et du vieux avec du vieux. Les quatre sont possibles. Ce qu'on observe le plus, c'est le vieux avec le neuf. Ce que Marcel appelle la fossilisation des pratiques. La fossilisation des pratiques, c'est ça. D'autres ont dit on enseigne comme on a été enseigné, enfin toute cette espèce d'inertie aussi. Hein. Bon, ben merci. Ah, merci beaucoup à vous. Là, c'est minuit en fait, si on va y voir un coup. C'est qu'il est quand même minuit, ouais. Hein, C'est quand la même. première fois que tu fais une conférence. Quand même, non? Merci. Ah, si,
à Ludovia, on avait fini en buvant de la bière à